Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien en ce vendredi 7 février à la présentation du journal ce soir. Colin Ancel, bonsoir Colin. Bonsoir Laure Gérard, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, on va parler politique. Et oui, parce que les écologistes se mettent en ordre de marche pour les municipales de 2026. Et on en parle avec Isabelle Sévère et Samuel Guy, les porte-parole des Verts qui sont avec nous. Et puis dans la suite, la solidarité est à l'honneur ce soir. Au cœur d'un événement de la ville du Mans avec le 3e congrès des solidarités, nous serons avec Yves Calippe, maire adjoint en charge de la politique des solidarités et de l'action sociale. Ça c'est pour la suite, mais tout de suite, place à l'actu. Vendredi 7 février, et au sommaire de ce journal, la visite de Gérald Darmanin aux agriculteurs sarthois. Et oui, le ministre de la Justice était au Grand Lucé ce vendredi après-midi. Mais pourquoi? Eh bien, vous le verrez dans un instant. Et puis une autre visite, celle du MEDEF National, l'organisation patronale, est venue se féliciter d'une réindustrialisation réussie, celle de Manicaire. Mais on ouvre ce journal avec le milieu agricole et la FDSEA et les JA qui remportent les élections de la Chambre d'agriculture. Et oui, au total, 32 sièges étaient attribués dans les différents collèges. À noter tout de même la progression de la coordination rurale. La participation était légèrement plus élevée qu'en 2019 avec 24,70%. La FDSEA conserve, comme il y a 6 ans, la majorité. Et le président de la Chambre, Olivier Lebert, que vous avez vu à l'image, va donc être proposé de nouveau et devrait rester inchangé selon le président de la FDSEA, Denis Pinault, contacté ce vendredi. Le débat d'orientation budgétaire continue ce vendredi à l'abbaye royale de l'Épau. Le président Dominique Leménaire trace les contours des grandes orientations. Le département est plutôt confiant en matière d'investissement pour 2025. 110 millions d'euros sont envisagés contre 107 l'année dernière. S'y ajoute une capacité d'emprunt de 35 à 40 millions d'euros. Quelques dépenses devraient augmenter, celles liées à l'enfance ou encore le SDIS 72, les pompiers, avec respectivement 12 et 8% d'augmentation prévue. Un optimisme un peu forcé selon l'opposition qui estime qu'il faudra faire des choix d'investissement plus drastiques dans les années à venir. Le Mans Métropole valide le projet de rénovation du centre des expositions. La collectivité en parle depuis des années. La première étape a été franchie ce jeudi lors du conseil communautaire. Les élus ont voté un budget de 50 millions d'euros pour un projet qui était initialement chiffré autour de 80 millions d'euros. La collectivité a décidé de réduire la voilure pour se concentrer sur l'essentiel. Destruction des bâtiments agricoles jugés trop anciens, construction d'un nouveau hall de 5000 m², réaménagement de la façade et de l'espace restauration, ainsi que l'aménagement et la végétalisation des espaces extérieurs. Les travaux ne démarreront pas avant 2028. On écoute Christophe Conil, conseiller communautaire délégué au grand projet d'urbanisme au micro d'Anthony Piton. Aujourd'hui, on voit très bien que le nombre de halls n'est pas suffisant en termes d'exposition. Donc, il y a nécessité de construire ce nouveau hall qui viendra en face le restaurant actuel et d'avoir une sorte d'agora, de place qui permettra de relier tous ces équipements, à la fois les anciens halls, la rotonde, le restaurant, le nouveau hall et le forum. On sait que Paris ne peut pas accueillir aujourd'hui tous les salons professionnels. Donc si on peut capter cette manne, c'est très intéressant pour la collectivité parce que c'est du travail pour les entreprises locales, c'est du travail pour les hôtels, c'est du travail pour les restaurants et c'est du rayonnement parce que quelqu'un qui vient au Mans pour les affaires, il est tenté de revenir pour le tourisme et donc c'est du rayonnement. On parle politique avec les porte-paroles des écologistes. Les Verts se préparent pour les municipales. Nous sommes avec Isabelle Sévère et Samuel Guy. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. L'une des particularités de votre venue, vous l'avez noté, chers téléspectateurs, c'est que vous êtes en binôme sur notre plateau et vous y teniez vraiment. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous ? Parce que chez les Verts, la parité est au cœur de notre politique et depuis tout temps, on aime bien toujours qu'il y ait un homme et une femme pour effectivement animer, coopérer ensemble et c'est quelque chose de très important. C'est dans nos statuts depuis le début et c'est très important pour nous qu'on soit de manière paritaire. Voilà. Avec vous, on va parler des élections municipales, notamment donc de 2026. Ça paraît loin et pourtant les partis, et notamment de droite, ont déjà annoncé se préparer. Il était temps que la gauche s'y mette. Il était temps, oui, des échéances électorales, ça se prépare et quand elles sont importantes, ça se prépare d'autant plus. Ceci étant dit, quand on regarde ce qui s'est passé sur les dernières échéances électorales, on a bien vu que quand la gauche était unie et quand on travaillait tous ensemble, ça marchait mieux, les résultats étaient meilleurs. Je crois par ailleurs que c'est une attente de la population, on l'entend
Vous êtes en train de vous disputer, mettez-vous ensemble. Donc c'est vraiment notre souhait à nous d'arriver à travailler tous ensemble. Justement, vous êtes en train de parler de cette union. Il y a eu une réunion déjà qui a été menée donc avec le Parti communiste, le groupe CES, Citoyens écologiques et solidaires, le groupe de Marietta Karamanli, LFI. Le but, c'est de rallier, réunir les forces de la gauche ? C'est ça, l'idée était de rassembler les forces politiques qui étaient présentes ou représentées au nouveau Front populaire, donc qui a été mis en place suite aux dernières législatives, et puis de voir comment on pouvait travailler ensemble. Donc rien n'est écrit, il n'y a pas d'accord, mais par contre, on souhaitait vraiment s'inscrire dans cette dynamique-là, montrer que l'on peut rassembler et que l'on peut travailler ensemble. C'est un véritable appel à l'union. C'est un appel à l'union et plus largement d'ailleurs qui se conduira par un appel aussi à l'union avec les citoyens. On a parlé de quelques groupes, il manque le PS dans tout ça, qui n'a pas encore répondu à l'invitation. Enfin, comment est-ce que ça se passe ? Le PS, comme toutes les autres forces progressistes de la gauche, était tout à fait cordialement invité à cette première réunion. Ils nous ont répondu que pour l'instant, ils n'étaient pas prêts, mais nous sommes ouverts. Nous pensons que le socle de valeurs qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Donc effectivement, nous sommes tout à fait prêts à accueillir, et bien entendu, le Parti socialiste dans ces réunions. Et d'ailleurs, à nos vœux, samedi dernier, il y avait des représentants du Parti socialiste qui étaient présents et c'était tout à fait positif. Parce qu'on le sait, les relations se sont distendues, notamment depuis 2021. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, vos relations avec la majorité ? Les relations avec la majorité, je ne vais pas vous cacher, c'est pas facile, ça c'est sûr. C'est des fois un petit peu rugueux, on va dire. Mais moi, je pense qu'on a plus à faire ensemble que de ne pas faire ensemble. Donc voilà un petit peu. Et nous, on sera toujours les fédérateurs, on sera toujours ouverts. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à dépasser, je pense, les guerres peut-être d'ego ou je ne sais quoi. Et essayer les guerres de personnalité. Les guerres de personnalité. Et je pense que les écologistes sont là justement pour faire ce lien et fédérer et évidemment travailler ensemble sans qu'aucun parti ne prenne le dessus, en fait. C'est un peu ça l'idée. Ce que je comprends dans vos propos, c'est qu'une entente est complètement possible avec le Parti socialiste. Nous sommes ouverts, nous attendons de nous rencontrer. C'est de la même manière que quand on souhaite être présent, par exemple, en binôme, c'est que l'idée n'est pas de mettre en avant des personnes, mais d'abord des idées, des projets. Et donc, si le projet peut fonctionner et qu'il inclut une écologie et l'écologie que l'on représente, il n'y a pas de problème. Et quelque chose aussi qui peut être assez important pour parler de cette union, c'est la montée de la droite et de l'extrême droite qu'on a pu constater lors des dernières élections. Le RN, qui est Rassemblement National, qui est notamment en ordre de marche avec l'avenue de Marie-Caroline Le Pen. C'est un véritable enjeu pour la ville, hein, et pas que pour la ville, malheureusement pour de nombreux territoires. Ça, c'est effectivement un critère qu'il faut qu'on prenne absolument en compte. Et c'est pour ça qu'on pense, une fois encore, que partir divisé, en mode émietté, est un risque supplémentaire face effectivement à la montée du RN. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a d'autres alternatives que le RN, que ce discours un peu de repli, de haine, de stigmatisation des minorités, des plus fragiles. Nous, on veut proposer un projet enthousiasmant. Nous, on veut vraiment une ville du lien, de la confiance. On veut vraiment que les gens se sentent bien dans la ville du Mans et sans jamais et toujours stigmatiser les mêmes personnes. Vous êtes ici en tant que chef de file, mais pas tête de liste. C'est important de le préciser. Oui. Quelle est la différence ? Les chefs de file sont les représentants pour les écologistes de nos militants et de notre vivier de candidats potentiels. Donc charge à nous d'animer cette campagne, de proposer à nos militants et aux citoyens qui veulent nous rejoindre sur nos idées de participer à la campagne et en même temps de travailler avec les forces politiques avec qui on souhaite travailler. Donc on a ce rôle un peu de donner une dynamique. Et la différence avec une tête de liste, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas, ce sera Isabelle, moi ou quelqu'un d'autre qui pourrait être la tête de liste sur la liste qui sera présentée en mars ou un petit peu avant mars, a priori 2026. Et ça, c'est pas encore défini. Vous disiez, de toute façon, il ne s'agit pas de préempter quoi que ce soit. Des idées plutôt qu'une personne. Et sur ces idées, justement, sur quels axes voulez-vous faire évoluer la ville ?
C'est ce que je vous disais. Moi, je pense que c'est très important aujourd'hui et je pense que les gens en ont besoin quand on voit le contexte général, qu'il soit international, national, où c'est quand même un petit peu la sinistrose partout, avec des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles aussi sur l'écologie, on le voit bien. Aujourd'hui, il y a une sorte de criminalisation généralisée de l'écologie et des mouvements écologistes, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs. Nous, on veut apaiser. On veut une ville apaisée, une ville conviviale, une ville du lien. Avec l'écologie au centre ? Avec l'écologie au centre, parce que l'écologie a réponse à énormément de choses. L'écologie, ça peut être une ville complètement apaisée au niveau, par exemple, des circulations, sans forcément faire de très gros projets, mais par exemple, développer des rues aux écoles, faire attention aussi. Je pense que c'est très important, la notion de soin aux autres, faire attention aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux enfants. Comment on donne toute la place dans cette ville aux enfants ? Comment on crée des espaces de jeu ? Comment on crée des rues aux écoles ? Tout ça, ce sont des choses qui ne demandent pas forcément beaucoup de moyens, mais qui recréent du lien dans les quartiers. Et vous essaierez d'y répondre et on espère le voir avec vous en 2026. On se reverra d'ici à ces élections. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Gérald Darmanin était donc au Grand-Lucé aujourd'hui. Et oui, ce vendredi, Gérald Darmanin était très attendu par les agriculteurs au Grand-Lucé. L'enjeu pour le garde des Sceaux, expliquer et échanger avec les professionnels du secteur sur les problématiques judiciaires qui touchent le monde agricole. Les explications avec Anthony Piton et Alexandre Ferrer. C'est peut-être le sujet qui irrite le plus le monde agricole. Des normes à respecter qui se multiplient, atteinte à l'environnement, date d'épandage, taille d'une haie, autant de contraintes et de pression dans les exploitations. Si on continue toujours à mettre de l'administratif et du juridique, on ne va plus s'en sortir, quoi. On veut dire stop à l'administratif et au juridique, quoi. On s'aperçoit qu'on a aujourd'hui des ordinateurs, mais quand on voit des formulaires qu'on a à remplir de droite à gauche, on se répète, on nous demande toujours la même chose. Des contraintes qui inquiètent. Les agriculteurs redoutent de tomber dans le domaine de l'infraction pénale. À cela s'ajoutent aussi les problèmes de sécurité sur les exploitations, avec des envahissements ou des atteintes aux biens qui se multiplient. On est tous pareils, on est là pour défendre et là c'est l'agriculteur qui est mis au pilori. Oui, de mettre au même niveau l'entreprise et le domicile, je pense que c'est un domaine sur lequel il faut avancer, que ce soit les droits de l'entreprise ou des exploitations agricoles, c'est la même chose. Protéger nos biens et les personnes. Pour répondre à ces inquiétudes, le ministre de la Justice a souhaité rencontrer des agriculteurs sarthois et des professionnels du droit pour échanger, avant de faire des annonces lors du Salon international de l'agriculture à la fin du mois. Ils sont souvent victimes d'intrusions dans leur ferme et donc dans leur domicile. Ils sont parfois menacés et cette insécurité les touche. Pour la première fois, je prendrai, parce que ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé pour un ministre de la Justice, je prendrai une circulaire de politique civile qui concernera toutes les entreprises, mais singulièrement le monde agricole, pour les soutenir et demander au procureur de la République de les soutenir. Et puis il y a un volet simplification que j'ai évoqué avec eux, donc j'attends de la part des notaires, des commissaires de justice, des mandataires, des agriculteurs eux-mêmes, des chambres d'agriculture, des propositions de simplification. Une simplification que les agriculteurs continuent maintenant d'attendre avec impatience. Un an après, leur vaste mouvement de mobilisation. Une autre visite nationale aujourd'hui, celle du MEDEF à l'usine Manicare de Bessay-sur-Bray. Depuis 2023, l'industrie s'est implantée sur l'ancien site d'Arjowiggins et produit des gants en nitrile. L'occasion pour le syndicat de revenir sur l'exemple d'une réindustrialisation réussie. Le reportage d'Elisa Cribier. 65% des gants des hôpitaux publics français proviennent de cette usine. Ici, à Bessay-sur-Bray, Manicare est la seule entreprise européenne à produire des gants à hauteur de 900 millions par an. Je voulais mettre la lumière sur un projet de relocalisation qui est assez exemplaire ici, puisqu'on a une filière de gants qui avait disparu et qui s'est relocalisée en France avec beaucoup de technicité, avec de la valeur ajoutée. Et donc aujourd'hui, pour les industriels français, pour les entreprises, pour les administrations publiques, il y a une possibilité de choisir français, européen, en achetant des gants ici. Manicare, c'est 4 lignes de production, 160 CDI et 60 intérimaires. Une partie des emplois retrouvés après la fermeture de l'usine de papier Arjowiggins. On n'est évidemment pas rendu aux 600 personnes qui malheureusement avaient perdu leur emploi en mai 2019. Néanmoins, c'était un des leviers qui a fait qu'on s'est installé ici. Ils avaient des éléments techniques, puisqu'on avait un accès rapide au gaz et à l'électricité et à l'eau. Mais il y avait aussi cette fierté de revitaliser cette zone. Du Made in France, à l'heure où l'Union européenne dépend de l'Asie pour s'approvisionner en gants,
Aujourd'hui, Manicare est capable de couvrir moins d'1% du marché européen. On a aujourd'hui un challenge avec l'administration Trump qui va très vite. On a un challenge avec les Chinois qui ont des surcapacités énormes, qui n'ont pas de débouchés sur leur marché domestique, donc qui exportent beaucoup. Et donc nous, face à tout ça, il faut qu'on se réarme très rapidement et que l'Europe prenne un virage de croissance, de compétitivité et de soutien à ces entreprises. Après avoir réussi une série de tests, Manicare approvisionne désormais certains groupes pharmaceutiques. L'objectif pour l'industriel est de se développer dans ce secteur et celui du cosmétique. On parle du débat sartois que nous avons enregistré ce vendredi. Nous vous parlons souvent de coupes budgétaires dans le monde de la culture. Sur LMTV Sarthe, eh bien, nous avons consacré une édition spéciale aux coupes budgétaires dans le sport. À retrouver ce samedi à 19h dans le débat sartois avec Youssef Benhamar, maire adjoint au sport de la ville d'Allonne, Pascal Lemeunier, président du comité olympique de la Sarthe, et Thierry Kozik, sénateur PS de notre département. On évoquera avec eux et avec vous, lors notamment à la présentation, ces coupes à tous les niveaux, du national en passant par la région, et l'impact que cela représente au niveau local. Première diffusion ce samedi à 19h. Et puis un autre programme à retrouver sur nos antennes ce week-end. Il est très attendu, je le sais, par beaucoup d'entre vous, l'Asian Le Mans Series. Et oui, le deuxième week-end de course qui se déroule à Dubaï cette fois-ci. Les deux courses sont à suivre sur LMTV Sarthe samedi et dimanche de 11h à 15h avec notre journaliste spécialisé du sport automobile Bruno Palmet et ses consultants. L'équipe de Romain Dumas va-t-elle confirmer ses débuts fulgurants? Pour rappel, la LMS permet aux vainqueurs de se qualifier pour les 24 heures du Mans. Alors rendez-vous samedi et dimanche dès 11h sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de l'actu. J'en profite pour vous dire que pendant les vacances scolaires qui commencent ce vendredi soir, la rédaction vous propose un journal tout en images chaque soir. Dans quelques instants, on va parler avec Yves Calip, l'invité d'Au Quotidien, la suite de Solidarité pour le fameux Salon des Solidarités. On se retrouve donc en direct le 24 février prochain pour Au Quotidien et Au Quotidien la suite. Mais là, Colin reçoit Yves Calip après une page de pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien, ça y est, top départ au week-end, mais pas que, puisque c'est également les vacances, en tout cas pour les plus chanceux d'entre vous, notamment pour les enfants. Alors pour votre soirée, malheureusement un petit peu à l'image de cet après-midi, les nuages resteront encore très nombreux sur l'ensemble de notre département. On n'est pas à l'abri également d'avoir encore quelques petites averses. Côté température, celle-ci évolue entre 2 et 3 degrés. 2 degrés au Mans, pour Alençon, ou encore du côté de Mamers, idem pour Angers ainsi que pour Tours, 3 degrés à Vendôme et pour Blois, 3 degrés également pour Laval ou encore pour La Flèche. Concernant la journée de samedi au lever de jour, celle qui restera assez variable avec encore de nombreux nuages, globalement laissant peu de place aux éclaircies, encore quelques petites averses en cours de matinée. Et puis ces températures qui, vous voyez, resteront encore assez fraîches au lever de jour. On n'est pas à l'abri encore une fois d'avoir quelques gelées matinales avec moins 1 degré pour Alençon ou encore à Mamers, idem pour La Flèche, 1 degré au Mans ou encore du côté de Montval-sur-Loire. Pour la suite de votre journée, c'est là où ça va commencer à s'améliorer avec un petit peu plus d'éclaircies. Les températures, elles, globalement, seront plutôt de saison avec des températures comprises entre 4 et 6 degrés. Concernant la journée de dimanche, on prend les mêmes et on recommence avec un ciel variable, des éclaircies à certains moments, quelques passages nuageux. Les températures qui affichent 6 degrés pour Alençon, 7 degrés au Mans, 8 pour La Flèche, avant de retrouver pour la journée de lundi une perturbation avec des nuages un petit peu plus nombreux, quelques averses, mais au vu de cette échéance, on aura largement le temps d'y revenir lors d'un prochain bulletin météo et les températures, elles devraient rester plutôt stationnaires. En ce samedi 8 février, on continue, les amis, de gagner quelques minutes de soleil. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez, avant de parler avec notre invité, on va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Et vous le voyez, c'est une belle couleur bleue qui s'affiche en prévision. L'air devrait donc être bon ce samedi grâce à des vents qui dispersent les polluants. Au nord, l'ozone sera majoritaire et au centre de la ville du Mans, la présence de particules fines dues au chauffage individuel devrait créer un air localement moyen. Mais sur l'ensemble du département, ça reste plutôt positif. Allez, on va maintenant parler avec notre invité Yves Calip, maire adjoint en charge de la politique des
solidarité et de l'action sociale. Bonsoir. Bonsoir. Je rajoute également que vous êtes président délégué du Centre communal d'action sociale CCAS du Mans, de l'Union départementale des CCAS de la Sarthe, vice-président de l'Union nationale des CCAS. Sacré CV. Faut le dire. Et avec vous, remarqué que c'est tout dans le social. Oui, exactement. Et avec vous, justement, on va parler de la Semaine des Solidarités qui débute lundi prochain, le 10 février, et plus spécifiquement du 3e congrès organisé jeudi 13 à la salle des concerts. C'est la 3e édition. La première, c'était en 2019, le retour l'an dernier. Pourquoi est-ce que vous organisez cet événement ? Parce que je trouve que c'est important que le monde associatif et puis les collectivités comme les CCAS, par exemple, se parlent et réfléchissent sur un certain nombre de choses que les uns et les autres on met en pratique, change. Et puis après, c'est comment ce qu'on fait sur le terrain, on peut faire remonter ça au national pour qu'éventuellement il y ait des décisions politiques qui soient prises en tenant compte de l'expérience de terrain que nous avons les uns et les autres. Et justement, à qui est-ce que ça s'adresse ? Ça s'adresse plutôt aux associations ou aussi au grand public ? Donc, ça s'adresse à l'ensemble de la population qui veut bien franchir la porte de la salle des concerts. Tout le monde est concerné par l'action sociale, par la solidarité. Chacun, d'ailleurs, pratique la solidarité dans sa famille, dans ses voisins, et puis plus largement. Puis après, il y a l'engagement dans le monde associatif. Et le monde associatif manque aussi de bénévoles. Donc la rencontre, entre autres les portes ouvertes vont servir à ça, mais la rencontre du congrès, c'est aussi ça, c'est que les gens puissent se parler et à un moment donné dire bah, moi je veux bien m'engager, mais je ne sais pas trop comment, pourquoi et où. Et donc là, ils vont avoir la possibilité. Et puis avec les tables rondes, ça amène des réflexions sur l'engagement, à quoi sert une association, un CCAS, et tout ça confronté, dans le bon sens du terme évidemment, des expériences. Le Mans Solidaire regroupe 300 associations. Le but, c'est de les faire discuter entre elles. Il y a 300 associations qui travaillent sur le Mans Solidaire, sur une ou plusieurs initiatives depuis que c'est créé, que j'ai créé ça en 2019. Voilà, et donc les associations se rencontrent déjà. Mais là, de pouvoir se poser, de réfléchir sur des thèmes bien précis qui ont été travaillés par les associations en amont, ça crée des liens, ça crée des demandes et les associations s'aperçoivent que de temps en temps, elles répondent à des besoins qu'elles ont créés, mais que ça répond aux besoins d'à côté. Et donc, et on peut aussi éviter les doublons. C'est-à-dire, vaut mieux être partenaire, complémentaire, que d'être dans la concurrence. Et donc, tout ça, ça nous permet d'avancer dans la réponse aux besoins des populations en difficulté. Vous parliez des tables rondes qui permettent donc d'échanger. Concrètement, qu'est-ce qui émane de ces réunions, de ces congrès? Qu'est-ce qui a pu changer grâce au congrès, par exemple, de l'année dernière? Il y a des interpellations auprès de ceux qui sont chargés de prendre les décisions, donc sur le handicap, entre autres, où c'est très fort à chaque fois. Par exemple, les associations du handicap, elles demandent l'application de la loi de 2005. Elle est bout, mais insuffisamment, et à tous les niveaux. Donc, par exemple, ça. Et on voit bien que dans certaines lois qui sont prises, ça a traversé nos réflexions, mais pas que les nôtres, ça a traversé nos réflexions. Donc, tout ça. Après, il faut arriver à quantifier et puis à regarder si ça avance, comment, et comment nous, dans ce qu'on a fait, on a fait avancer un peu, beaucoup. Voilà. Et donc, c'est alerter, mais proposer. C'est pas uniquement on dénonce. Voilà. C'est vraiment proposer et en s'appuyant sur nos compétences. Et puis en même temps, c'est la question qui se pose, c'est je suis du CCAS ou une association, je réponds à un besoin. Est-ce que la réponse au besoin que j'ai détecté, il peut être transférable sur l'ensemble d'une métropole, sur l'ensemble du département, de la région ou nationalement? Et donc, c'est suivre tout ça, cette évolution, et à quel moment les députés, par exemple, s'en emparent pour en faire une loi, si c'est possible ou pas. C'est tout ça, c'est vraiment un débat sur réponse aux besoins. Ouais. Et vous parliez également donc des portes ouvertes qui vont permettre potentiellement à des bénévoles de venir. Est-ce que ça répond à un besoin, à une demande qui avait été formulée l'année dernière, de tout regrouper, toutes ces portes ouvertes? On voit bien, le monde associatif a besoin de se faire connaître. Donc on a la journée des solidarités qui se tient tous les ans maintenant, mais ils ont besoin, et la population voit bien les grandes associations, Pop, Cato, les Restos du Cœur et d'autres, mais les petites associations, et c'est pas péjoratif, sont moins connues. Donc, quand j'ai proposé... C'est ce que vous aviez dit l'an dernier, que vous vouliez les valoriser justement avec ce congrès. Et donc là, je me suis dit, si on permettait à la population de pousser la porte des associations, voilà. Et donc je me suis dit, quand on va faire 10, une quinzaine de portes ouvertes, ça sera bien. Et en fait, ce soir, on est 60. C'est intéressant.
Et les associations sont évidemment preneuses, elles vont montrer, présenter ce qu'elles font, et en même temps, ça peut déclencher des envies de devenir bénévole dans telle ou telle association. Une question plus générale à vous poser. La ville apporte une subvention de 12 millions d'euros à la solidarité. Est-ce assez et comment est-ce qu'on peut faire plus ? Faire plus, alors vous me direz, les associations vont me dire si, il faut faire plus. Mais ce qu'on fait... On demande toujours plus, de toute façon. Mais en fait, il n'y a pas de demande d'associations sur il nous faut des financements importants. Voilà. Donc on se satisfait de ce qui est fait pour l'instant. Oui. Et en plus, ils peuvent travailler sur des projets à un moment donné. Donc il y a l'apport de la ville, mais pas que. Voilà, il faut aider le monde associatif. Mais le monde associatif a aussi besoin de bénévoles, de formation de bénévoles. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça qui se mettent en place, voilà, parce qu'elles rayonnent sur l'ensemble de la ville, sur la métropole et bien au-delà. Et donc, y compris qu'il y a des associations qui sont sur l'urbain, mais aussi sur le rural, pardon. Je pense au score populaire ou à la cravate solidaire, par exemple, qui circulent sur l'ensemble du département. Les besoins ne sont pas forcément les mêmes, mais ils répondent chacun de leur manière. Et donc, il faut les aider. Et c'est aider à équiper un véhicule, enfin des choses comme ça, trouver un endroit où ils peuvent accueillir les populations concernées. Il y a une logistique aussi qui se met en place. Donc, c'est un accompagnement du monde associatif. Et puis, partout, il y a des CCAS dans la Sarthe, où le monde associatif peut aussi travailler avec eux. Et là aussi, c'est important pour éviter que le monde associatif réponde à des besoins sur lesquels les CCAS répondent, et le contraire, évidemment, et aussi. Et donc, avec l'UDCCS, on travaille aussi à ça. Et ça crée des liens et on répond à des besoins. Alors, pas d'une façon suffisante, mais en tous les cas... Vous essayez en tout cas de le faire au mieux. Merci beaucoup. On peut juste repasser l'affiche avec un QR code qui détaille tout le programme de cette édition. N'hésitez pas donc à vous munir de votre téléphone pour scanner ce QR code. Et sinon, vous pouvez vous rendre sur Facebook Le Mans Solidaire, où justement il y a l'affiche et donc le programme, etc. pour cette semaine. À noter qu'il y aura un concert le mercredi, plusieurs événements festifs le mercredi après-midi. Par les associations locales le mercredi soir, salle des concerts. De 17h30 à 22h. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci pour votre invitation. On joue maintenant sur LMTV Sarthe pour gagner 2 entrées pour le Salon des vins et de la gastronomie à Laigné-Saint-Gervais les 1er et 2 mars. Au programme, 65 vignerons, 35 producteurs fermiers, des dégustations, des cadeaux à gagner. Alors pour tous les gourmands et tous les curieux qui veulent y aller, il suffit d'envoyer un mail à jeu@lmtv.fr. N'hésitez pas, c'est à nous donner vos coordonnées et c'est Laurence qui vous répondra pour savoir si vous avez gagné. Dans quelques instants, c'est Aurélien Caillos et les Sartois du web. N'oubliez pas l'Asian Le Mans Series samedi de 11h à 15h et dimanche de 11h à 15h depuis Dubaï. On vous fait vivre la course sur LMTV Sarthe. Et puis samedi à 19h, le débat sartois dont on vous parlait sur le thème des coupes budgétaires dans le sport. Au quotidien, c'est terminé. Les vacances scolaires commencent. Mais la semaine prochaine, la rédaction vous proposera donc chaque soir un journal tout en images. On se donne rendez-vous en plateau et en direct le 24 février. Et d'ici là, passez de bons moments sur LMTV Sarthe. Salut.